Aujourd'hui, on l'a définie comme quelqu'un qui était manipulé, qui était écrasé par la personnalité de son mari. Vous y croyez? Oui, quand même. Je pense qu'elle était fort passive, quand même. Elle s'engageait pas dans une conversation, Monique. Vous avez essayé, vous? C'était toujours lui qui répondait pour elle. Allez, madame. C'est une femme qui tremble et qui se cache. Dans la peur et la discrétion, Monique Olivier a vécu comme cela avec Michel Fourniret. Le 22 juin dernier, elle craque. Son mari est en prison pour tentative d'enlèvement. Lors d'une banale audition, Monique Olivier se libère enfin. Elle est prise dans un engrenage dont elle ne sait plus se dépêtrer. Et alors, dès l'instant où son mari est incarcéré, elle est déjà soulagée. Et au moment où il va être libéré, elle décide de faire ses révélations pour ne plus que l'abominable se passe, ce dont elle a parfaitement conscience. Quand elle rencontre Michel Fourniret, elle a déjà 2 fils. Elle est séparée du père. Un jour de 1985, dans une petite annonce d'un journal catholique, elle entre en contact avec Michel Fourniret. Il est déjà incarcéré à Fleury-Mérogis pour agression sexuelle. Quand il sort de prison, ils vivent ensemble. 6 mois plus tard, Monique Olivier participe à l'enlèvement d'Isabelle Laville. 15 ans de silence et de complicité commencent. Les jeunes mariés emménagent à Foin, près de Sedan. Madame Fourniret met au monde un garçon. Elle sort peu de cette maison. Elle côtoie les voisins, témoins de leur mariage, mais pas intime pour autant. Un peu absente, un peu malade, Monique Olivier n'a jamais donné l'image d'une femme épanouie. Elle est restée sous l'emprise d'un homme menaçant. Le dénoncer, c'est aussi le quitter. Pourtant, son nom est à jamais associé à celui d'un tueur en série. Aujourd'hui, elle est à la prison de Namur, dans le même secteur que Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux. Au début, quand elle a dénoncé son mari, on ne l'a inculpé que de non-assistance à personne en danger. Mais depuis vendredi soir, les enquêteurs belges accusent Monique Olivier d'enlèvement et de séquestration sur la personne d'Elisabeth Brichet. Monique Fourniret, née Olivier, qui s'est mariée fin des années 80, avec pour témoin ses voisins de l'époque. On ne peut pas dire que c'était une femme qui était très expansive, pas souriante, pas beaucoup causante, mais gentille, douce. Gérard Cadet, son épouse, avait invité les Fourniret à la communion de leur fils. Monique Olivier danse ici la farandole. Elle a connu Michel Fourniret en prison. Elle visitait les détenus de Fleury-Mérogis. Des proches disent que ce fut pour elle un coup de foudre après un premier mariage raté. Elle habitait du côté de Perpignan. Je savais qu'elle avait 2 fils avec son mari. Et je lui ai demandé, Monique, comment ça se fait? T'as pas tes enfants? C'est bizarre. Elle me dit non, le papa en a eu la garde. J'ai essayé de savoir pourquoi elle a eu la garde. Elle me dit, j'ai eu des problèmes, j'ai fait de la dépression pour elle. Qu'est-ce qu'elle me disait à chaque fois? Monique Fourniret acceptait tout de son mari, comme de vivre dans cette caravane alors qu'ils étaient châtelains. Mais Michel Fourniret, lui, ne s'intéressait, paraît-il, pas beaucoup à son épouse. Jamais un mot gentil, jamais des mots doux, jamais... C'est plus ou moins copains. Ils étaient plus ou moins copains, monsieur et madame Fourniret. Ils ne faisaient pas un couple normal. Elle vous a confié des choses plus intimes? Disons que plus intime, oui, que... apparemment, Michel n'avait pas plus d'attirance pour elle que ça. Monique Olivier conduisait la voiture lors des rapts, emmenait son fils comme prétexte pour attirer les victimes, les entendait crier, a-t-elle avoué, et savait où elles étaient enterrées. Maintenant que je sais qu'elle est au courant et qu'elle a vu, je pense que c'est parce qu'elle en avait peur. Ça, je suis certain qu'elle en avait peur. Et c'est aussi la peur qu'il a finalement décidé à parler, mais la peur de la justice. J'ai entendu à la radio ce matin que mon nom était cité dans le cadre de plusieurs enlèvements ou meurtres de jeunes filles. Cela est consécutif à plusieurs déclarations de mon épouse. Une des qualités de mon épouse, c'est qu'elle ne triche pas. Ces déclarations sont en quelque sorte libératoires pour elle, vis-à-vis du despotisme tyrannique que je lui imposais depuis que nous vivions ensemble. Vous reconnaissez combien de crimes? Ce sont les premières paroles de Michel Fourniret sur procès verbal, lorsqu'en juin dernier, il apprend que sa femme l'accuse de 8 meurtres. 1 an après l'arrestation de son mari, Monique Olivier est donc passée aux aveux, apparemment sans raison. Personne ne s'explique pourquoi cette femme de 52 ans avoue après des mois de silence. Et ce, à quelques jours seulement de l'éventuelle libération de Michel Fourniret. Nous avons posé la question à Pierre Barthélemy, son avocat. Elle ne voulait plus, si vous voulez, retomber dans les griffes de Fourniret et
retomber dans les mêmes travers et dans les atrocités qui ont été commises, quoi. Si Monique Olivier parle, c'est en fait parce qu'elle n'a pas le choix. On l'a vu, c'est lors d'une rencontre avec son mari en prison, dans une cellule d'intimité, qu'elle évoque avec lui les crimes commis pendant toutes ces années. Cette pièce est sur écoute et les enquêteurs vont à partir de ce jour-là pousser Monique Olivier à avouer. Nous avons demandé confirmation au procureur de Reims, Yves Charpenel. Est-ce qu'il y a un enregistrement qui peut pousser Madame Fourniret à parler? Écoutez, ça, c'est typiquement le secret de l'information, et de l'information belge qui plus est, donc je laisse le soin bien sûr à mes collègues de répondre à cela, mais il est évident que depuis l'arrestation de son mari, les magistrats belges ont mis en œuvre tous les moyens légaux pour obtenir des informations. En dénonçant son mari, Monique Olivier passe du statut de témoin à celui d'inculpé. Elle est accusée par les justices belges et françaises d'avoir caché ou participé à plusieurs crimes commis par Michel Fourniret durant leurs 16 années de vie commune. 16 années de terribles secrets. Comment Monique Olivier a-t-elle été amenée, consciemment ou inconsciemment, de manière volontaire ou forcée, à être présente lorsqu'un certain nombre de faits ont été commis? Y a-t-il véritablement eu entre eux une union dans le délit, une volonté commune de commettre le crime? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Elle avait connaissance des faits, elle y a participé dans une certaine mesure. Et dès l'instant où elle ne révèle pas ce premier fait grave et important auquel elle participe, Fourniret lui dit, si tu fais la moindre révélation, tu es ma complice, maintenant, elle est pieds et poings liés avec Fourniret. Voilà, elle est prise dans un engrenage infernal dont elle ne sait pas se dépêtrer. Fourniret, accompagné de Monique Olivier, a déjà tué 2 fois quand le couple pose ses valises à quelques kilomètres de la frontière belge, dans la région natale du tueur. Il s'installe ici, près de Sedan, sur un terrain que possède l'ancien détenu. Lui, il habitait là. Tout ce terrain-là, c'était à lui. D'accord. Nous, on avait fait construire ici il y a une vingtaine d'années. Dans ce petit village où ils habitent désormais, ils restent très secrets et ne parlent à personne, hormis à leurs voisins, la famille Cadet. Les 2 petites pièces qui étaient devant. Et quand il est sorti de prison, il est venu vivre avec une caravane là. Il avait mis la caravane le long de la haie, là. Alors bon, c'est pas le matin, bonjour, ça va, ça pousse. Ah oui, hein. Quelques semaines après ses premiers contacts timides, Gérard et Jocelyne Cadet sont surpris quand ses nouveaux voisins leur demandent d'être leurs témoins de mariage. Monique était enceinte. Et on ne savait pas qu'il n'était pas marié, moi. Puis un jour, il est venu comme ça, un jour au matin, et puis il me dit, je me marie, je ne sais plus quand, dans 8 jours ou dans 15 jours, mais peut-être même plus court que ça. Hein. Il dit, est-ce que tu veux être notre témoin de mariage? Oui. Donc on est descendu, et puis chez ma femme, j'étais sûr que c'est aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Bon, je dis, on a dû se gourer, c'est pas possible. Je nous a fait une farce. Puis tout d'un coup, il s'amène. Je dis, il n'y a personne, il n'y a que nous. Ah oui, qui me dit, je dis, t'as pas de frère, t'as pas de soeur, t'as pas de copain, t'as rien. Non, qui me dit, on se marie comme ça. Bon, c'est tout. Il a été se marier, on est monté, ça a duré quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Puis pouf, on est reparti. Monique Olivier se marie ce jour-là, pour la 3e fois. Et elle non plus n'invite aucun membre de sa famille. Ça a été basta en moins de 2. Ce n'est pas un mariage d'amour, je vous le dis tout de suite. Hein. Elle me dit qu'elle n'a jamais été amoureuse d'aucun de ses partenaires. Elle n'en a pas eu beaucoup, hein. Entendons-nous bien. Hein. De la vie passée de Monique Olivier, la famille Cadet ne sait finalement presque rien. Tout juste apprennent-ils un jour qu'elle a 2 enfants d'un premier mariage. Jocelyne s'étonne alors de ne jamais les voir. Au départ, quand moi je lui demandais, tu vois pas tes enfants, comment que ça se fait que t'es le papa quand on la garde? Bon, elle m'a répondu, oui, mais bon, j'étais dépressive, soi-disant qu'elle était dépressive, c'est vrai. Aujourd'hui, on l'a définie comme quelqu'un qui était manipulé, qui était écrasé par la personnalité de son mari. Vous y croyez? Oui, quand même. Je pense qu'elle était fort passive, quand même. Fort passive. Elle s'engageait pas dans une conversation, Monique. Vous avez essayé, c'était toujours lui qui répondait pour elle. Là, j'avais remarqué que quand je posais une question des fois à Monique, c'était Michel qui répondait. Du jour au lendemain,
le couple et leur bébé disparaissent. Les cadets n'auront plus jamais de nouvelles d'eux. Pourtant, ils ne sont qu'à quelques kilomètres de là, au château du Sautou. Le standing change, mais la vie de Monique Olivier, elle, ne change pas. C'est Robert Viette, leur nouveau voisin, qui en témoigne. Elle n'avait pas beaucoup la parole, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce que je peux dire sur elle, moi. Elle travaillait, elle sortait Oh non, elle ne sortait pas. Bah oui, elle travaillait, elle faisait le ménage, elle faisait le manger, elle avait un petit garçon. Mais là, moi, elle, je ne l'ai pas beaucoup. Je l'ai vue, mais enfin, jamais parlé avec, ou presque pas. Dans la forêt qui entoure le château du Sautou, Michel Fourniret et sa femme cachent les cadavres de leurs victimes sans éveiller les soupçons pendant plus de 2 ans. Et là encore, ils disparaissent du jour au lendemain sans prévenir. À partir de cette époque, le parcours du couple est des plus mystérieux. Ils s'installent de l'autre côté de la frontière, dans la région de Sarcustine, en Belgique. Leur vie se veut toujours aussi discrète. Fourniret, lui, multiplie les agressions. Monique Olivier envisage alors de le quitter. Ma foi, quand on est l'épouse de Fourniret, on peut craindre le pire si on fait mine de vouloir faire telle ou telle révélation. Elle la craint à un moment donné pour sa personne et pour celle de son fils. Elle a d'ailleurs pris l'initiative à un certain moment, n'en pouvant plus, leur fils commun étant encore très jeune, de quitter le domicile conjugal purement et simplement, mais de se retrouver, je ne sais plus sur quelle gare avec son fils, et sans aucune ressource et sans aucun moyen de subsistance, et prenant la décision finalement de réintégrer le domicile conjugal. De retour aux côtés de son mari, Monique Olivier reprend sa vie comme si de rien n'était. Fourniret, lui, passe d'un côté à l'autre de la frontière pour enlever, violer et tuer au moins à 3 reprises. Le couple vit de plus en plus refermé sur lui-même. Les rares nouvelles que Monique Olivier donne, ce sont ces quelques cartes postales envoyées à sa famille lors de leurs vacances. Nous profitons d'un moment de répit pour vous envoyer un bonjour d'Istanbul. Et la seule fois où elle revient sur les traces de son passé, c'est en 2002. Après 18 ans sans une visite, elle arrive chez son frère aîné sans prévenir, avec son mari et son fils de 15 ans. Son frère et son épouse ont accepté de témoigner à visage caché. Ils se rappellent de cette visite. Je vous dirais que j'étais content de la voir depuis des années que je ne l'avais pas vue. Puis elle aussi. Et puis elle aussi. Puis on a fait la connaissance de son fils. Il devait avoir, je sais pas, 16 ans. Ah bah oui. Ouais. Elle faisait quand même un peu bizarre. C'est-à-dire c'était la personne qui était devenue très forte et tout, et pas soignée. Ça donnait l'impression d'une personne mal dans sa peau, quoi. Et lui, Michel Fourniret, quel rapport avait-il avec sa femme? Oh, ben il n'avait pas l'air de s'en occuper beaucoup, hein. Bon, ben, Beaucoup la critiquaient. Regarde comme t'es grosse, qu'il disait. Oui, mais il s'en occupait pas beaucoup, hein. Non. De cette improbable journée chez son frère aîné, il ne reste que ces quelques photos donnant l'image d'une famille bien heureuse. De retour en Belgique, les 2 époux sont engagés dans cette école primaire de la région de Sarcustine, notamment pour surveiller les enfants lors des repas. C'est la dernière trace du couple avant l'arrestation de Michel Fourniret en juin 2003. À partir de ce moment, Monique Olivier se retrouve seule avec son fils pour la première fois depuis des années. Nous savons qu'elle est entendue des dizaines de fois par les enquêteurs, qu'elle a été entendue sous hypnose, que c'est une femme qui était mise sous pression pendant plus d'1 année, dont la vie était totalement retournée, qui n'a plus de maison, qui vivait dans un camping, dans des conditions matérielles des plus précaires, et qui, face à cela, a tout de même tenu pendant des mois et des mois face aux enquêteurs. Monique Olivier craque néanmoins sous la pression de la police. Et elle avoue au bout d'1 an. L'affaire fait la une des journaux. Le frère de Monique Olivier et sa femme sont stupéfaits. On a été surpris. Tout à fait surpris, oui. On s'est dit, c'est pas la même personne. Là, on est tombé des nues, hein. Franchement, on est... Ça...
Et nous on dit bientôt qu'elle a autant de tort que lui dans des conditions comme ça. Non, on ne peut pas pardonner des choses comme ça. Vous l'avez contactée depuis qu'elle... Non. Non. Vous pensez que vous le ferez? Non. Non. Oh non, non, non. Monique Olivier ne s'est pas clairement expliquée à l'heure actuelle sur son comportement. Pour autant, d'après son avocat, elle ne se fait pas d'illusions sur son sort. Son silence la condamne et le fait qu'elle va parler, ben ça la condamne. Je ne vais pas dire définitivement, mais là, ça ne lui ouvre plus de perspective quelconque d'horizon. Et elle sait ce qui va survenir, parce que l'enquête va suivre son cours et elle sait qu'elle va être impliquée dans certains événements. La justice cherche désormais à savoir si elle doit considérer Monique Olivier comme une femme soumise à la tyrannie de ce tueur ou comme une complice à part entière de Michel Fourniret. Il n'y a jamais eu de dispute à ma connaissance entre Monique Olivier et Michel Fourniret quant aux accusations formulées par Monique Olivier à son encontre. Donc à aucun moment, du moins je n'ai pas le souvenir, que Michel Fourniret ait eu un comportement d'agressivité ou de colère par rapport aux dénonciations de Monique Olivier. Au contraire, à chaque fois, il a bien expliqué qu'il comprenait l'attitude de Monique Olivier. Une attitude qui se devine au fil des interrogatoires. Ce commissaire de police va en effet révéler une complice active et pas seulement une épouse soumise. Elle lui fournissait des filles, c'est elle qui a enlevé, c'est pas Fourniret qui a enlevé ma fille. Lui, il en a profité. Donc on veut qu'elle paye autant que lui, quelque part. La semaine dernière, Monique Olivier a été transférée à la maison d'arrêt de Charleville. Elle est accusée de complicité dans 5 des 7 enlèvements, viols et meurtres. Elle est accusée également de coaction dans le meurtre de la petite Desrameaux. Donc, je veux dire, les faits sont aussi graves sur le plan juridique pour elle que pour lui. Jeanne-Marie Desrameaux, attirée à Floins au domicile des Fourniret. C'est elle, Monique Olivier, qui l'avait invitée. Dès son arrivée, Michel Fourniret l'entraîne dans sa chambre. Je n'ignorais pas ce qui allait se passer, un viol et un meurtre, et je n'ai rien fait pour l'empêcher. Mais Jeanne-Marie se débat de toutes ses forces, et Monique est obligée d'intervenir. Elle a participé au fait de se saisir de la victime, de l'empêcher de bouger, et puis de l'étouffer, en lui portant un pansement sur la bouche. C'est une dame comment soumise et effacée. Ça reflète dans son comportement et dans ses propos. On voit tout de suite que c'est une femme qu'on sait facilement dominer, qui n'a pas une grosse personnalité. Lorsqu'on parle de soumission, c'est pas uniquement être forcé à faire telle ou telle chose. C'est une soumission d'ordre intellectuel qui vous pousse à ne même pas percevoir la gravité des actes, si vous voulez, que vous commettez. Et il a fallu se libérer peu à peu de l'emprise Fourniret pour commencer non seulement à participer à plus rien du tout, mais aussi à prendre conscience de l'horreur à laquelle on a participé, quoi. Le procès qui s'ouvre sera peut-être davantage son procès que celui de Michel Fourniret. On a essayé de les mettre tous les deux dans des conditions les plus inconfortables possibles pour qu'ils en arrivent à nous dire des choses qu'ils n'avaient pas envie de nous dire. Des secrets gardés pendant près de 17 ans. Au milieu des années 80, Michel Fourniret est en détention pour agression sexuelle. Il passe une petite annonce dans un magazine catholique. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Une femme répond. Monique Olivier vit seule, est déjà 2 fois divorcée. Michel Fourniret lui propose alors un marché sordide. Il tuera ses ex-maris si elle lui amène des jeunes filles vierges dès sa sortie de prison. Dès le début des échanges de correspondance, alors que le vouvoiement est utilisé, Michel Fourniret avait dès le début phagocyté la personnalité de Monique Olivier pour instaurer une relation dominant-dominée. Mais dans la seule lettre de Monique Olivier, saisie par la justice, on trouve cette phrase « C'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres ». Des mots qui risquent de peser lourd au procès. Avant de connaître Monique Olivier, Fourniret n'avait jamais tué. Ou tout au moins, il n'est pas accusé d'avoir tué avant d'avoir connu Monique Olivier. Dès les premiers mois de vie commune, les Fourniret apparaissent comme un couple discret, très discret, comme ici, invité à une fête de communion. À cette époque pourtant, Michel Fourniret a déjà tué à 3 reprises. Et à chaque fois, Monique Olivier est aux côtés de son mari. Des experts ont tenté de démêler les fils de cette relation,
Pour Monique Olivier, l'analyse est sans détour, une actrice lucide, favorisant et déclenchant les meurtres de son mari. Tout est un jeu de domination entre eux et Monique Olivier n'est pas la femme soumise, apeurée, silencieuse qu'on décrit par ailleurs. Elle est celle qui a armé la main du tueur. Jeudi matin, le couple se retrouvera dans le box des accusés. Pour l'état civil, ils sont encore mari et femme. Aux yeux de la justice, ils sont les complices présumés d'une série de meurtres à 4 mains. Une nuit à la caserne, 24 heures de délibéré. Les jurés viennent de répondre aux 75 questions. Un verdict tant attendu que tout le monde devine d'avance. Au même moment, les deux accusés arrivent au palais. Ils ne se font aucune illusion sur le verdict. Dehors, c'est la cohue médiatique et populaire. On veut les voir pour la dernière fois. Michel Fourniret, Monique Olivier, condamnés à la perpétuité. L'un sans aménagement de peine, l'autre à une période de sûreté de 28 ans. Un verdict qui apaise les parents des victimes après 8 semaines de procès. On avait peur qu'elle ait moins. Bon, elle peut encore faire appel, mais on n'y croit pas trop. Et ils ne feront plus de mal à personne. C'est surtout ça qui est important. Il faut s'arrêter de poser des questions parce qu'on en sait suffisamment et je pense que la douleur, on l'a partagée et voilà, stop, quoi. Il faut tirer un peu le rideau. Un face-à-face tendu de 2 mois qui a permis aussi aux victimes survivantes de Fourniret de se déculpabiliser. Aujourd'hui, je me sens vraiment mieux et j'ai vraiment envie de continuer et de montrer que j'en veux et que la vie continue et qu'il y a encore plein de belles choses. Un verdict qui définit les rôles dans ces crimes à 4 mains. Michel Fourniret est auteur principal, Monique Olivier, sa complice. Monique Olivier, c'est pas un diable, c'est une criminelle, c'est un être humain et elle est défendable. Ces aveux sont-ils la clé d'une enquête vieille de 18 ans ? Depuis ce matin, les gendarmes et enquêteurs à bonne distance des caméras inspectent cette vaste zone forestière. Selon Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, c'est ici qu'aurait été transporté le corps de la jeune Estelle Mouzin, à Issancourt et Rumel, après l'avoir séquestrée dans leur maison d'une commune voisine. Des détails inédits, après des dizaines d'interrogatoires, elle avoue enfin sa participation directe à la séquestration de la fillette. Monique Olivier a indiqué qu'elle était présente à Ville-sur-Lume dans la maison où a été séquestrée Estelle. Elle a indiqué qu'elle a accompagné Michel Fourniret après le meurtre sur un lieu, qu'elle a indiqué au juge d'instruction. Donc ce sont 2 éléments qui sont très importants. C'est après ces aveux que la juge Sabine Kéris a ordonné de nouvelles fouilles, après 4 tentatives infructueuses. Car cette fois, Monique Olivier a donné des indications très précises aux enquêteurs. Pour son avocat, aucun doute, elle souhaite coopérer avec la justice. Monique Olivier, elle a dit « Je vous donne tous les éléments que je connais pour vous permettre de trouver le corps d'Estelle Mouzin. » Le fait de parler l'a libérée. Elle se sentait apaisée. D'ailleurs, elle a signé son procès verbal en disant « Voilà ce que j'ai à dire et je signe mon procès verbal. » Les fouilles vont se poursuivre plusieurs jours au moins. Peut-être l'épilogue de l'affaire Estelle Mouzin. Michel Fourniret, un homme à l'effroyable parcours criminel qui emporte avec lui ses secrets. Mort à 79 ans dans l'unité sécurisée d'un hôpital parisien, il souffrait d'insuffisance respiratoire. L'ogre des Ardennes vivait derrière les barreaux depuis près de 20 ans, condamné à la perpétuité pour les meurtres de 8 jeunes femmes. Récemment, il en a avoué 3 de plus, dont celui d'Estelle Mouzin. La semaine dernière encore, des fouilles étaient menées dans les Ardennes pour retrouver son corps. Et pour guider les enquêteurs, l'ex-épouse de Michel Fourniret, Monique Olivier, c'est elle ici en gris qui pourra désormais faire avancer l'enquête, selon l'avocat du père d'Estelle Mouzin. Les meurtres commis par le couple ont toujours été à 4 mains, qu'au fond, l'un et l'autre se soutenaient, s'informaient, qu'ils savaient tout l'un sur l'autre et que ce travail doit naturellement se poursuivre. Filmé ici en septembre dernier, le père d'Estelle Mouzin, nous l'avons joint par téléphone. Il reste aujourd'hui convaincu que les enquêteurs feront tout pour retrouver le corps de sa fille. Je pense que la juge Kéris, elle met en œuvre des moyens énorme de persuasion et d'approche psychologique vis-à-vis de Monique Olivier pour obtenir des informations. Michel Fourniret était aujourd'hui encore mis en examen pour 4 meurtres, dont ceux de Marie-Angèle Domès et Johanna Parish. Des ADN mystères ont été aussi retrouvés sur ces affaires. Ils doivent être comparés à ceux de jeunes femmes disparues.
Mais les enquêteurs arriveront-ils un jour à connaître l'ampleur réelle de ces crimes? Ce qui est désolant, c'est de se rendre compte que la justice n'a pas pris le temps de finir les enquêtes et de le juger pour tous les faits dont on pouvait le convaincre avant son décès. Seul espoir aujourd'hui pour les familles, obtenir un procès et se retrouver face à Monique Olivier, la complice de Michel Fourniret.